à tous. Je vais commencer par vous demander de vous présenter, de présenter rapidement votre entreprise et surtout les objectifs environnementaux que vous avez pu vous fixer. Jonathan, je te laisse la main. Ouais. Bonjour, moi je suis chez Decathlon Digital. Du coup, on est 105 000 collaborateurs chez Decathlon. On est présent dans 72 pays, que ce soit ce que vous connaissez, les magasins. Mais derrière, il y a des entrepôts, on a des sites de fabrication, on a des franchisés et on a nos bureaux. Donc du coup, sur la stratégie qui est mise en place chez Decathlon, on a une stratégie qui est au même niveau entre la partie développement durable et financière. Du coup, on s'est engagé entre 2021 et 2026 à réduire nos émissions sur scope 1, 2, 3 de 20%. Pour ça, et pour engager les gens, tous les collaborateurs Decathlon, que ce soit en magasin, les ingénieurs, etc., vont avoir un objectif à l'année sur la partie planète, au moins un. Et on est primé en fonction des actions qu'on peut avoir au long de l'année sur cette partie planète. Merci. Stéphane ? Alors, bonjour à tous, donc Stéphane, donc je travaille dans le groupe Orange et notamment chez Orange France. Donc bon, je pense que tout le monde connaît un peu Orange et ce qu'on propose, notamment au niveau grand public, donc tout ce qui est accès Internet, offre mobile. En termes d'enjeux, le groupe Orange s'inscrit en fait dans les enjeux qui sont les enjeux, j'allais dire, de tout le monde, et notamment les enjeux climatiques, avec une vraie volonté de responsabilité et donc de contribuer à cet enjeu climatique de réduction du réchauffement planétaire. Et donc, pour ce faire, a inscrit, c'est quand même assez fort au niveau de son plan stratégique, le fait d'être net zéro carbone en 2040. Alors, et ça sur les scopes 1, 2 et 3. Donc, scope 3, comme vous l'avez déjà vu, c'est quand même un scope assez compliqué à gérer. Et ce net zéro carbone aussi, ce qui est important, c'est que c'est une volonté d'être net zéro carbone avec 90% de réduction des émissions carbone. Et les 10 derniers pourcents, parce qu'à un moment donné, on arrive à un incompressible qui est sous forme de séquestration. Mais donc déjà 90% sur la réduction carbone est quelque chose de très important. Et ça se décline, on le reverra après, mais effectivement, et l'idée, donc là, c'est quelque chose qui est mis au plan stratégique, donc qui infuse dans toute l'entreprise. Et en termes d'enjeux, en fait, c'est un enjeu fort. En tout cas, comme toute la société a une sensibilité à ce sujet-là. Et l'intérêt, c'est que cette sensibilité, elle infuse à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, on retrouve finalement cette sensibilité au plus haut niveau de l'entreprise aussi. Donc, ça permet d'avoir un vrai engagement. Et puis, il y a aussi, bien sûr, un enjeu de satisfaction client. On est face à des clients qui vont être de plus en plus sensibles, réceptifs à ces sujets-là. Et l'idée, en s'inscrivant dans cet enjeu, c'est de contribuer à cet enjeu, on va dire, sociétal, mais également, bien sûr, d'aller chercher la satisfaction de nos clients et d'y participer. Merci Stéphane. Laurent, je te laisse présenter Axio et peut-être nous expliquer aussi en quoi des outils comme le bilan carbone ou le pilotage de trajectoire, ça permet vraiment d'opérationnaliser une stratégie environnementale. Très clair, donc moi c'est Laurent Barbezieux, je suis un des cofondateurs d'Axio, et Axio, on est une plateforme et également des consultants sur la mesure d'empreinte carbone pour les entreprises. On travaille avec des filiales de grands groupes, des PME, des ETI dans pas mal de secteurs. On a pu travailler avec Artefact ou avec Carrefour justement sur l'empreinte du e-commerce. Et donc sur le lien entre bilan carbone et donc comment on opérationnalise une stratégie environnementale, ce qu'il faut voir, c'est que le bilan carbone, ça a plusieurs avantages en termes d'outils pour aider les entreprises. C'est que ça permet d'avoir une vision vraiment unifiée dans une unité simple qui est l'équivalent CO2. Donc on peut comparer vraiment des choux et des carottes. Qu'est-ce qui est mieux entre réduire les vols, électrifier les véhicules ou rénover les bâtiments? C'est des choses qui n'ont rien à voir. On peut avoir la même unité, équivalent gaz à effet de serre en CO2. Donc on peut même comparer les différents gaz entre eux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est clé pour les entreprises qui ont besoin de sortir de la complexité de la mesure environnementale où on peut avoir des unités incompréhensibles, eutrophisation des eaux, etc. Et là, on est sur quelque chose d'assez simple et qui peut être relativement maîtrisé par rapport à d'autres sujets environnementaux. Et ensuite, le bilan carbone, c'est un outil qui va être fait chaque année pour toute l'entreprise. Donc chaque année, ça veut dire qu'on peut mesurer son évolution dans le temps et voir ses progrès. Donc ça, c'est important parce que si on voit pas d'une année sur l'autre son avancement, en fait, on ne sait pas où on est, on n'arrive pas à voir si on a réussi à atteindre ses objectifs. Et vu que ça couvre toute l'entreprise, ce fameux Scope 3, ça veut dire aussi qu'on va embarquer tous les collaborateurs et toutes les fonctions, que ce soit les services généraux, l'IT, les achats, le marketing, la finance, etc. Et il y a un vrai sujet collectif
pour arriver à réussir la transition, il ne faut pas que ça soit le job de la RSE ou le job de la finance de s'occuper de l'environnement. Il faut que ça soit collectif. Et là, tout le monde va parler le même langage, à savoir le carbone. Merci. Vous nous avez mentionné du coup les grands objectifs, les directions que vous prenez dans chacune de vos entreprises. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un peu plus des actions que vous menez concrètement pour atteindre ces ambitions et peut-être finalement quelle est la place de la data et de l'intelligence artificielle accordée au sein de ces sujets-là? Donc chez Decathlon, on est parti des limites planétaires pour définir sur les grands enjeux qu'on voulait travailler. Donc on s'est focalisé sur la partie climat dans un premier temps. Comment on a fonctionné? C'est que la première grosse partie, comme on a vu dans toutes les autres entreprises, c'est de se mesurer. Donc mesurer sur tout notre scope et faire le bilan carbone d'année en année. Au fil des ans, on continue, on progresse, du coup, on modifie nos méthodes de calcul, on les affine, etc. avec l'aide des data analystes, par exemple, qui vont reprendre nos évaluations et regarder comment on pourrait affiner sur des parties où on n'a pas forcément de la data qualitative. Une fois qu'on a fait ça, on va analyser nos gros hotspots de décarbonation pour trouver les bons leviers et travailler en priorité sur ces leviers-là, à travers les sports, à travers les process, etc. Puis, on va après amener ces KPI environnementaux et cette data raffinée dans les outils opérationnels pour que les opérationnels puissent faire les bons choix. Par exemple, on va ramener les KPI environnementaux au niveau des sports, dans les choix des produits, au niveau des CDG pour s'animer, etc. Stéphane? Alors, je ne vais pas être extrêmement original, ça va ressembler. Effectivement, alors, le plan, donc, je vous ai parlé, donc, Net Zéro Carbone 2040, donc, il se décline un peu deux grandes actions, par exemple. En termes de projet, c'est-à-dire qu'on souhaite, alors ça c'est pas encore le cas sur tous les projets, mais c'est en train d'infuser. L'idée c'est que chaque fois qu'une entreprise a un projet, on puisse maintenant, en plus, donc, classiquement sur les projets, on regarde toujours sa rentabilité financière, mais maintenant on apporte un nouvel indicateur, c'est regarder sur ce projet quelle est son empreinte carbone. Donc c'est pouvoir amener sur chaque projet, chaque décision, quel va être l'impact carbone de ce projet pour l'entreprise, en plus de ce qu'on faisait classiquement d'un point de vue financier. Alors bien sûr, pour faire ça, ça demande d'avoir de la donnée, donc c'est d'être capable de pouvoir regarder, quand je regarde ce projet, je ne sais pas, si je mets en place, j'en parlerai tout à l'heure, je vais vouloir développer la vente de mobiles reconditionnés, comment je vais pouvoir mesurer que si je vends plus de mobiles reconditionnés, ça a un impact. Est-ce que je suis capable de mesurer cette vente, etc. Donc ça nécessite de collecter ces données pour piloter les projets, mais aussi pour pouvoir projeter. C'est-à-dire qu'on a, c'est quand même cette difficulté, il faut à la fois piloter, mais également projeter dans le futur. Donc ça, être capable de se dire, ok, si je fais ça, comment ça joue? Alors c'est vrai qu'on souhaite le faire au plus avec de la donnée physique, mais donc on est en train de monter un socle de données qui nous permet de mesurer tout ça d'un point de vue physique. Et quand on ne peut pas le faire d'un point de vue physique, on le fait d'un point de vue monétaire, c'est-à-dire qu'on arrive à transcrire une dépense monétaire Et l'autre point important pour arriver à cette neutralité carbone en 2040, à cet objectif, c'est d'avoir des objectifs à plus court terme. Donc c'est des objectifs qui sont fixés vraiment au niveau de l'entreprise. Donc on a un certain nombre d'OKR qui sont fixés à court terme pour arriver pas à pas à cet objectif final. Donc je peux en citer deux par exemple. On a par exemple donc sur ces mobiles reconditionnés, des objectifs d'augmenter la part du reconditionné dans la vente de nos terminaux mobiles. Tout simplement. Donc on sait qu'un terminal reconditionné, c'est entre 6 et 8 fois moins de CO2 à la production. Un autre objectif, par exemple, ça va être d'essayer de baisser la consommation électrique des box et des décodeurs. Donc nos clients, leur faire comprendre que peut-être c'est intéressant d'éteindre le décodeur la nuit quand ils n'en ont pas l'utilité, voire même sur des choses beaucoup plus fines, on peut aller se dire, tiens, ce décodeur, cette Livebox, elle va faire du Wi-Fi de telle typologie, du 6E, du 6, etc. J'ai un client qui n'a pas de 6E chez lui, peut-être que je peux couper la bande 6E. Voilà. Donc il y a pas mal d'actions qui sont possibles, donc qui sont aussi à travailler avec nos clients pour qu'ils puissent contribuer à cette réduction. Ouais, de la pédagogie donc. Malgré tout, bien sûr, vous avez ces actions environnementales que vous menez. Une entreprise, elle a des objectifs business, bien sûr, notamment des objectifs de croissance. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer finalement comment on peut concilier cette trajectoire de réduction d'empreinte environnementale avec la croissance ?
On ne va pas rentrer dans le débat de la décroissance. On va juste essayer de voir comment on peut lier ce sujet de la mesure d'empreinte avec ce qu'on fait déjà dans les entreprises, à savoir le fait d'avoir un business plan et de se projeter. En remarque liminaire, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a dans certains secteurs, on va devoir se projeter sur des horizons de temps à 10, 15, 20, 30 ans, qui ne sont pas du tout les horizons de temps qu'on a l'habitude dans une entreprise. Si une entreprise sous un fonds de private equity, ils vont raisonner à 5-7 ans. En fait, on va très vite aller au-delà de l'horizon de l'entreprise, donc c'est déjà une première bascule mentale à faire. Sinon, plus concrètement, on va avoir un bilan qu'on peut mesurer chaque année. L'enjeu, c'est de se dire, derrière chaque émission, à la maille de chaque site ou de chaque activité, c'est quoi le driver? Est-ce que c'est le nombre d'employés? Est-ce que c'est les mètres carrés? Est-ce que c'est le nombre de produits? Est-ce que c'est les kilomètres parcourus? Et donc, c'est en fait cette ventilation analytique des émissions du bilan qui va être clé pour ensuite se dire, si on tire le trait, toute chose égale par ailleurs, la boîte a fait x2 en chiffre d'affaires, elle fait plus 50% en effectif, plus X% de mètres carrés, etc. Si on prend la même intensité carbone pour chaque morceau du bilan, combien va augmenter mon bilan? Parce qu'il n'y a pas de raison que par magie, les émissions baissent. Et après, on va se dire, OK, quel niveau d'ambition il faut avoir? Donc là-dessus, on en avait parlé Margot, il y a des référentiels qui existent, qu'on appelle notamment les Science Based Targets, qui ont globalement découpé les différents secteurs et ont pris les accords de Paris. Ils se sont dit, ça serait quoi le droit à émettre par secteur? Comment on ventile ça par secteur? Et on ne va pas se mentir, ça va être assez tendu de rester sous 1,5 degré. Enfin, globalement, on y est dans 8 ans. Donc il va falloir un petit peu accélérer sur le sujet. Et l'enjeu derrière, ça va être de se dire concrètement, ça va être quoi le niveau de réduction d'émissions que je devrais atteindre pour chaque intersection entre mes sites ou mes SKU et mes types d'émissions. Donc c'est comme ça qu'on peut faire le lien entre mes projections de croissance et mes objectifs de réduction. Et ça, c'est vraiment sur les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Il y a encore 2 autres pans qu'il faut considérer dans sa trajectoire, dans ce lien entre la croissance et les émissions. C'est pas juste les émissions, mais c'est aussi, qui sortent chaque année de l'atmosphère. C'est également ce qu'on va faire en termes de financement pour la séquestration carbone, parce que ça va pas suffire, mais il va quand même falloir mettre plus d'argent pour les restaurations des milieux naturels, les mangroves, les arbres, etc. Et il y a un 3e pan qui est certaines entreprises, Schneider Electric était un bon exemple. D'une certaine manière, elles devraient avoir le droit de grandir parce qu'elles vont développer des services qui vont permettre d'avoir une sorte d'effet de levier et d'éviter plus d'émissions que ce qu'elles émettent en réalisant leurs services. Donc là, c'est un nouveau pan qu'on appelle les émissions évitées. L'enjeu, c'est de se dire, j'investis, je développe mon activité, ça augmente un peu les émissions de chez moi. Est-ce que ça fait bien x3, x5, x10 en termes de réduction chez les autres? Et il ne faut pas faire de soustraction entre ce qu'on émet soi et ce qu'on évite chez les autres, parce qu'on se compare à un monde qui n'a jamais existé. C'est un monde où Schneider s'est développé et a permis de décarboner plein de bâtiments. Donc c'est vraiment ces 3 raisonnements, ces émissions, les ventiler, avoir une vision analytique, financer d'autres projets et voir comment on peut contribuer à décarboner ces autres acteurs. C'est ça qui permet de faire le lien avec la stratégie de développement de l'entreprise. Ce qui demande notamment de fortes capacités de projection, notamment. Merci. La thématique de la matinale, c'est la data et l'IA au service des enjeux environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous donner chacun 1 ou 2 actions très concrètes que vous menez au sein de votre entreprise et qui vraiment reposent sur l'usage de la data et de l'intelligence artificielle? Du coup, de notre côté, vous avez compris qu'on allait faire le bilan carbone sur tout le scope de l'entreprise. Je vais parler en particulier des produits. Donc, Margot en a parlé au début sur l'analyse du cycle de vie. Du coup, tous nos produits, on va avoir leur impact unitaire, donc à partir des données de conception, donc savoir quelles sont les matières utilisées dans nos différents produits, quels sont les process utilisés, où ils sont fabriqués, où ils vont être livrés, quels sont l'usage que vont en faire nos clients. Donc ça, c'est peut-être un peu plus fou pour vous, mais par exemple, un t-shirt de running, on va se dire que dans son cycle de vie chez le client, il va passer en machine 1 fois par semaine. Et donc, on va prendre en compte ce cycle machine. Alors que un t-shirt de randonnée, on en fait beaucoup moins. Il va peut-être passer en machine qu'une ou 1 fois tous les mois ou tous les 2 mois. Donc ça, on prend aussi cet impact-là et la fin de vie de nos produits. Une fois qu'on a fait ça, ça nous permet d'avoir l'impact de chaque produit. Évidemment, Decathlon vend des produits qui ne sont pas les leurs, par exemple Nike, Adidas, etc. Soit on va venir récupérer la donnée de ses fournisseurs, soit on va venir, avec les data analystes, calculer un impact unitaire pour ces produits, en prenant en compte qu'ils sont conçus de la même manière ou qu'ils sont de même typologie, etc. Ce qui nous donne un référentiel de tous les produits vendus possibles chez Decathlon. À partir de là, on a réinjecté ces données dans les outils de la sélection.
Donc les ingénieurs produits, les personnes qui vont choisir les gammes en magasin, qui vont choisir les futures gammes, vont prendre en compte cet impact environnemental. Donc ça, c'est un premier exemple. On a parlé tout à l'heure de trajectoire, etc. Donc on va reprendre ces données, les enrichir avec les données de forecast, donc les quantités prévisionnelles sur les années à venir. Ça va nous donner une trajectoire et les sports, les process chez nous sont animés tant sur le côté financier comme habituellement avec un budget, mais aussi sur un budget CO2. Et donc grâce à ça, ils pourront aussi s'animer sur cette partie-là. Et évidemment, on utilise ce référentiel pour s'animer et avoir notre bilan carbone et s'animer d'année en année et voir les actions qu'on peut faire. De la même manière, on va avoir tout ce qui est nouveau business model chez Decathlon, par exemple la seconde vie qui existe depuis un moment, la reprise, on va avoir la location, et donc là aussi pour ces produits-là, on va calculer un nouvel impact ou des produits réparables, donc on va avoir un nouvel impact parce que louer un vélo, c'est pas un impact zéro dès qu'on l'a loué une première fois, on va devoir le restaurer, le remettre en marche, etc. Et donc il y a ça aussi un impact. D'un autre côté, sur la partie fournisseur, on va récupérer les énergies utilisées par nos différents fournisseurs. On va calculer leur intensité carbone, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple pour Renault, 1 MWh, combien ça fait de CO2, etc. Et donc on va essayer de réinjecter cette donnée réelle dans la partie produit pour voir réellement l'impact de nos produits. Et en même temps, on utilise cette même donnée pour nos acheteurs stratégiques pour aller modifier notre panel de choix de fournisseurs et prendre des fournisseurs qui vont avoir un impact plus faible sur la planète. Merci. Stéphane ? Alors, je vais essayer de trouver 2 cas concrets. Un cas où la data était plutôt en termes vraiment d'analyse, de projection. Donc, par exemple, on a, vous le savez, déployé la 5G un peu partout. Et lors du déploiement de cette 5G, en fait, on s'est posé la question sur chacun des sites où il y a des antennes de la consommation énergétique de ces sites. Et est-ce qu'il fallait augmenter ou diminuer, voilà. Et en fait, ce qui a été fait grâce à la data, c'est qu'on a analysé très finement les données de trafic, les données d'usage de nos clients. Donc, on récolte l'ensemble des données de points de passage de chacun de ces sites. On sait quel est l'usage qui est fait. Donc, est-ce que c'est un usage data intensif? Est-ce que c'est plutôt juste de la téléphonie? Quel est le nombre de personnes qui transitent? Et grâce à ça, on a pu dimensionner de façon très précise et très affinée le besoin énergétique de chacun de ces sites pour être le plus efficient possible. Donc, ça a bien sûr un gros intérêt. C'est un intérêt tout simplement en termes de consommation électrique, tout simplement, mais également bien sûr en termes de CO2, puisqu'on va dimensionner ces sites pour ne consommer ou en tout cas ne mettre en place des compteurs et une production électrique que strictement nécessaire. Donc ça c'est vraiment donc on est vraiment là pour le coup sur de l'analyse de la donnée, collecter toutes nos données de trafic et faire un modèle et voir comment ça se comporte. Sur des choses plus classiques, j'allais dire, si je retourne sur mon exemple de reconditionner et d'objectifs, tout simplement, on met à disposition de l'ensemble de nos vendeurs, que ce soit en boutique, en service client, pour les managers, des dashboards qui permettent de suivre très précisément quels sont le nombre de ventes de mobiles reconditionnés par rapport aux objectifs. Et c'est tout bête, mais avoir un objectif et pas pouvoir le suivre, on ne sait pas où on en est. Pouvoir fixer cet objectif, le suivre au jour le jour, pouvoir motiver les personnes sur le terrain, ça a un vrai impact, une vraie efficacité. Et juste pour donner cet exemple, si on regarde, il y a sur le troisième trimestre 2022, on devait être aux alentours de 2% de mobiles reconditionnés qui étaient vendus. Et l'objectif était là d'être à 6% sur l'année. Et donc, on est déjà à ce troisième trimestre à ces 6% sur l'année. Donc, on voit, Et ça, c'est bien sûr possible grâce à la data. C'est tout bête, c'est tout bête. C'est jamais tout bête dans le domaine de la data. Il faut réussir à collecter toutes ces données, récupérer tout ce qui est vendu pour isoler les reconditionnés et mesurer ça et les afficher de façon claire et objective à tout le monde. Merci. Et en effet, on se parle beaucoup d'opportunités, elles sont nombreuses. Il y a aussi des challenges que rencontrent les entreprises pour mener à bien ces actions sur base de data et d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, peut-être Jonathan, des challenges que tu rencontres au quotidien pour mener à bien ces actions ? Ouais.
On va parler de challenge et de difficulté, on va dire. On se mesure sur le scope 3 et donc on sort du domaine de Decathlon. On a pas mal de fournisseurs et donc je pense que comme Carrefour, on a du mal à récupérer certaines données ou on a du mal à jouer nos leviers là-dessus. Donc ça, c'est une des premières difficultés qu'on peut avoir et challenge côté data. On travaille sur cette partie-là. Ensuite, vous avez vu qu'on utilise pas mal de données cross, de la conception, des transactions, etc. Là aussi, il faut que le niveau de qualité de ces données-là soit à un niveau assez bon pour qu'on puisse les utiliser et avoir un bon bilan carbone. Et de notre côté, on va plutôt travailler sur des nouvelles données ou des données qui étaient peu managées avant car peu utilisées. Et donc il y a un gros travail fait côté data gouvernance avec des data owners sur les différents concepts. On va avoir des data owners sur ensuite les KPI de perf, etc. Donc pour avoir une qualité de cette donnée, à travers ça, en récupérant la donnée, on va aussi mettre en place des tours de contrôle pour remonter les défauts de qualité qu'on peut avoir, animer les gens sur cette partie-là, avoir des pourcentage de fiabilité de nos données et des KPI qu'on va mettre en place. Et donc il y a vraiment une équipe dédiée côté data qui s'est construite sur cette partie-là, donc autour de la data gouvernance, de la partie data ingénierie, des product managers, de la data analyse, de la data science, etc., qui tourne autour de l'écosystème dev durable, où on a un métier pur qui va travailler sur ces concepts et sur cette performance. Et à travers chaque entité de Decathlon, on va retrouver des leaders sur cette partie de développement durable qui vont du coup animer à l'intérieur de leur unité la partie développement durable. Merci. Stéphane ? Alors au niveau de challenge, je pourrais citer, en fait, donc vous l'avez vu, le but c'est de piloter le carbone. Et l'objectif, c'est de le piloter au réel, au physique, c'est-à-dire d'avoir la vraie empreinte carbone. Et si on regarde finalement tous nos SI, jusqu'à maintenant, toutes les entreprises sont toujours pilotées financièrement, donc pas de souci, ça, combien on a dépensé, combien on a gagné, en principe, c'est tracé à peu près à tous les niveaux du SI. En revanche, cette nouvelle donnée qui est le carbone, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé d'un point de vue SI. Donc c'est une donnée qui n'est pas naturellement présente. On n'a pas dans tous nos ERP, dans tous nos systèmes, un champ qui nous permet d'avoir, tiens, ce mobile, il a coûté tant en CO2 de fabrication, le transport, etc. Donc ça, c'est, je pense, peut-être un des vrais challenges, c'est-à-dire qu'on doit transformer finalement notre collecte data, notre SI, pour la faire évoluer, pour faire arriver cette donnée de façon structurée et assez évidente à utiliser. Et donc ça, c'est un vrai challenge parce que, en fait, c'est ce qui a été dit, on a notamment sur le scope 3, il y a des fournisseurs, donc cette donnée, elle est un peu éparse, elle est partout, donc il faut réussir à la recollecter, à la recentraliser, à la renormaliser pour que ça devienne un élément. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de se dire, au même titre qu'on a une comptabilité financière, on va mettre en place une comptabilité carbone. C'est le seul moyen d'y arriver vraiment de façon efficace et d'être sûr de ce qu'on fournit par rapport au reporting qu'on devra de toute façon fournir, etc. Donc le vrai challenge pour nous, il est là actuellement. Enfin, on a déjà avancé, mais voilà, on est dans des démarches data produits également, et l'idée, c'est de concevoir ce socle, ce produit data qui va aller capter la donnée partout où elle est dans notre SI un peu complexe et qui va pouvoir récupérer cette notion de CO2. Donc, alors ça peut être, pour l'illustrer peut-être, c'est tout simplement, si je reprends un exemple de Livebox, ça peut être assez simple. Bon, il suffit que je sache combien j'ai commandé de Livebox. Si en face, j'ai un fichier qui me dit une Livebox de tel modèle, c'est tant de CO2 à l'émission, bon, j'arrive à faire des choses assez simples. Après, quand on a un écosystème extrêmement complexe, avec des serveurs dans des data centers, etc., il faut qu'on arrive à faire ça à tous les niveaux. Et c'est ça le vrai challenge, je pense, sur ce domaine-là. Merci. Mais des vrais enjeux de collecte et de structuration. Laurent, on voit qu'un des enjeux aussi, c'est la granularité des données qui est de plus en plus fine au fur et à mesure que le temps passe. Comment on peut adresser cet enjeu-là ? De fait, ça c'est peut-être l'enjeu le plus complexe. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux problèmes à la fois. Il y a un problème de dispersion des données, elles sont un peu partout dans l'entreprise. Et il y a un sujet de granularité qui va augmenter dans le temps. Donc on ne peut pas se dire on fait le travail une fois et on renouvelle la mesure de la même manière chaque année. On va devoir s'améliorer constamment sur ces sujets. Si on regarde concrètement les données dont on parle, en fait il y a deux données. Il y a les données d'activité de l'entreprise et il y a ce qu'on appelle les facteurs d'émission, donc les équivalents en carbone.
Donc les données d'activité de l'entreprise, le sujet c'est à quel maille on veut descendre pour que ça soit pertinent pour prendre des actions. Si je prends l'exemple d'Orange, ils achètent notamment des iPhones. L'iPhone 12 moyen, c'est 50 kg de CO2 à la fabrication, donné Apple. Si on regarde le détail, selon la quantité de gigaoctets de stockage, on n'est pas exactement sur la même empreinte. Donc est-ce qu'on est à la maille iPhone 12 64, 128, 256 gigaoctets de stockage, etc. etc. Et en fait, ce sujet de granularité, on l'a sur absolument tous les sujets. Donc la question que ça pose, c'est à quelle maille on veut se mettre, quel outil on a aujourd'hui avec quelles données, et qui on met de responsable en termes de gouvernance pour récupérer les données, parce que c'est quand même, c'est pas uniquement un sujet de data, d'API, d'automatisation. Concrètement, les données elles sont quelque part, et au moins la première fois, il va falloir se le coltiner d'aller les chercher un peu à la mano. Donc il y a un vrai sujet de gouvernance de la donnée. Nous, ce qu'on conseille aux entreprises avec qui on travaille, c'est de se dire, ok, c'est quoi la cible que je vais avoir à 3-5 ans en termes de niveau de finesse? Est-ce que j'ai vraiment besoin de descendre au niveau de toutes les SKU, ou je descends au niveau des familles de produits? Est-ce que je dois être au niveau de tous les sites ou de tous les étages, ou au niveau d'un parc industriel pour les consommateurs d'énergie du bâtiment? Voilà, se prendre un peu des exemples. Justement, confère ce que je disais à l'instant sur il faut ventiler ses émissions et voir les drivers. Il faut se dire quel est le bon niveau de finesse auquel on veut être. Et après, ça prendra quelques années à se mettre en place, cette gouvernance de la donnée, l'amélioration, les développements dans les outils. Mais si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, et si on ne se dit pas chaque année qu'on fait un pas dans la bonne direction, en fait, on n'a aucune chance d'arriver au bon endroit. Donc ça, c'est uniquement sur les données de l'entreprise. Il y a le deuxième sujet qui sont les facteurs d'émission, donc les équivalents en carbone. Là, j'ai donné l'exemple de l'iPhone. Si on prend un Xiaomi, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'ils aient communiqué l'empreinte carbone de tous les modèles. Donc là, on va être un peu dans le bleu. Donc là, c'est un peu les exemples qui ont été donnés, notamment par Carrefour ou par d'autres, de poser la question à ses fournisseurs. Nous, on voit côté une PME avec qui on travaille, ça devient une condition nécessaire pour travailler avec les grands groupes. Là, on a une PME de 70 personnes, fournisseur de rang 1 de Valeo. On leur demande de faire le bilan carbone scope 1, 2, 3, sinon ils ne peuvent plus travailler avec Valeo. Donc ça devient une condition nécessaire pour exister, pour les entreprises, de mesurer l'empreinte à la maille produit et remonter l'info à ses fournisseurs. Là aussi, ça ne va pas se faire en un jour. Donc il faut se dire, on dit maintenant à ses fournisseurs qu'à horizon 3 ans, on aura besoin de cette info, sinon on est déréférencé. Et ensuite, on parle avec ses fournisseurs pour voir comment améliorer la production de ces facteurs d'émission dans ma chaîne de valeur. Parce que je peux être aussi granulaire que ce que je veux à la maille de toutes mes SKU. Si en face, je multiplie par le même équivalent carbone parce que je n'ai pas d'infos à la maille produit, au final, je n'ai pas vraiment gagné en capacité de pilotage. Je ne peux pas guider mes achats pour choisir entre un fournisseur A et B. Donc il faut vraiment que les deux aillent ensemble. Et le facteur limitant dans une multiplication, dans une équation, c'est toujours le moins précis des deux. Donc il faut vraiment avoir cette vision à long terme, anticiper les sujets de gouvernance, d'outillage et se poser la question de la maille en étant réaliste sur l'avancement de sa chaîne de valeur là-dessus. Donc on voit que vraiment, rien qu'expliquer en 2 minutes la démarche, c'est pas évident. La mettre en œuvre, ça va prendre des années. Pour conclure et pour clôturer cette matinale, on a parlé tout à l'heure de capacité de projection à moyen long terme. Selon vous, si on se projette un petit peu, quel rôle la data et l'intelligence artificielle devront jouer dans les années à venir pour continuer justement à atteindre ces ambitions environnementales? Du coup, de notre côté, vous avez compris qu'il y avait une grosse partie sur la data gouvernance, la partie data ingénierie, la partie data analyse. On a peu parlé d'IA depuis tout à l'heure, mais du coup, c'est eux qui vont arriver maintenant qu'on arrive à avoir des données de qualité, à savoir se mesurer, etc. On va mettre en route nos data scientists sur ces parties-là pour aller concevoir des algorithmes, pour aider les métiers à avoir les bons leviers. Un exemple qu'on n'a pas évoqué, mais c'est l'éco-conception chez Decathlon, donc utiliser certaines matières ou certains process. Donc du coup, en comparant différents produits, ils vont pouvoir leur donner ces leviers en disant sur ce produit-là, on pourrait utiliser telle matière ou tel process pour améliorer l'impact environnemental. Donc ça, c'est une partie. On va toujours continuer à travailler sur la data gouvernance, que c'est un des gros piliers, et il faut bien que cette donnée soit structurée, modélisée et gouvernée de la bonne manière. Et en parallèle, on va toujours continuer sur tout le scope, donc la partie climat, ça c'est logique, on en a parlé depuis tout à l'heure, mais on travaille sur la biodiversité, où du coup on commence à intégrer de la donnée réelle sur la partie biodiversité et sur le bilan biodiversité de Decathlon. Et du coup aussi toute la partie plastique dans les océans, où les équipes travaillent sur cette partie-là en parallèle, même si ce n'est pas stratégique au sens où on est primé sur cette partie-là. C'est un des enjeux chez Decathlon qui est mis en avant, et donc les équipes continuent à travailler sur ça, et notamment avec la partie IA, où on pourra se projeter
sur les produits. Si on diminue leur niveau de plastique dans ces produits, quel sera l'impact derrière sur le plastique qu'on peut retrouver dans les océans? Super. Stéphane? Alors, je pense que la data a un rôle assez crucial. Enfin, ça reste des choses assez classiques. Hein. Enfin, le rôle va rester de ce côté un peu rétroviseur. Hein. On aura en permanence besoin de mesurer, toujours mieux mesurer, ça a été dit, à quelle granularité, comment on suit ça. Donc ça, c'est vraiment un point important. Au fur et à mesure là, qu'on constitue ce que tu disais, ces socles de données, effectivement, je pense que la data va aussi jouer un rôle actif quelque part, j'allais dire. C'est donc une capacité à venir améliorer certains process, certaines façons de gérer la consommation. Ça a été cité ce matin sur des algorithmes, par exemple, pour éteindre des serveurs quand ils ne servent pas, mais c'est des choses qu'on peut projeter. Il y a des choses qui sont mises en place au niveau du réseau pour optimiser la consommation électrique du réseau, les ouvertures. Et c'est des choses qu'on peut projeter aussi, parce qu'il faut aussi que sur ce scope 3, on aille chez nos clients. Donc c'est des choses qu'on peut aussi projeter à travailler avec nos clients. Donc c'était toujours la difficulté sur l'IA de rester éthique, c'est-à-dire de ne pas non plus être trop intrusif vis-à-vis de ce qui va se passer et de ce qu'on fait avec nos clients. Mais donc ça va avoir un impact sur piloter et améliorer l'efficacité énergétique. Et puis le dernier point important, donc j'ai parlé du côté un peu rétroviseur pour regarder ce qu'on fait, mais il y a le côté projection, c'est-à-dire ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que de dire que chacun de nos projets, on va le mesurer d'un point de vue CO2, je pense que là aussi, des algorithmes, l'IA va nous aider à modéliser en fait sur le fait que je monte tel projet, quel va être l'impact CO2 de ce projet compte tenu de ce que je sais de l'ensemble des composantes de ce projet. Merci. Et Laurent, pour conclure? Effectivement, la data, ça va être quelque chose d'absolument nécessaire, mais malheureusement totalement insuffisant pour s'occuper de ce sujet. C'est nécessaire parce que si on n'a pas des données plus fines, plus fréquentes pour arriver à guider l'action, on n'a aucune chance d'arriver à réduire les émissions au rythme qui est requis. Enfin, vous avez sûrement l'ordre de grandeur en tête. Il faudrait réduire de 5% par an pendant 30 ans les émissions. Une année de Covid, c'est moins 5%. Bon, la première année, on arrête de bouger. La deuxième, on arrête de manger. Et la troisième, il n'y a plus personne. Enfin, on voit bien qu'il va falloir faire des changements beaucoup plus structurels et que ça va nécessiter énormément d'informations pour optimiser tous les systèmes. Donc, c'est impératif d'avoir les données. Mais ça ne va pas suffire. On peut avoir une empreinte carbone mondiale en temps réel. C'est pas ça qui va faire qu'à la fin, on va prendre des décisions, qu'on va arrêter de faire certaines choses, mettre de l'argent, des budgets d'investissement sur les bons sujets, mettre le temps des équipes sur les bons sujets. Donc c'est un outil nécessaire pour guider l'action, mais il faut garder en tête qu'on a un vrai sujet de volonté humaine, donc pas que de gouvernance de data, mais vraiment d'engagement des entreprises, des consommateurs et des politiques, donc les trois ensemble, pour faire bouger les choses. Donc sans données, on n'y arrivera pas, mais il va falloir un peu plus. On est d'accord, c'est tout l'enjeu, notamment ce qu'on prône chez Artefact, la démocratisation des données, c'est la capacité par les humains de s'approprier toutes les données qu'ils ont à disposition pour prendre les bonnes décisions et les prendre efficacement. Merci à tous les trois. On a le temps pour une ou deux questions avant de clôturer cette matinale. Une petite question pour Jonathan. On a parlé de la réduction de l'empreinte carbone et plastique sur les produits, mais vous avez pris un certain nombre d'initiatives sur la seconde main, sur la location. Enfin, je sais que c'est sans doute un des meilleurs moyens, surtout pour des typologies de produits. Je pense aux produits enfants qui ont des usages peu intensifs après-vente. Voilà, comment vous intégrez ça dans votre scope? Ouais, du coup, donc j'ai parlé surtout de la partie produit parce que c'est un des gros leviers où on peut jouer sur la partie matière et process vu qu'on fabrique nos propres produits. Mais il y a tout ce qui est business model, donc là, la partie location, la partie seconde vie, par exemple pour les vélos enfants. Donc là, on les prend bien en compte dans notre bilan global. Par contre, on doit affiner le calcul. Pour l'instant, on considère la location comme un produit neuf. Pour l'instant, les équipes sont en train de travailler pour se dire, quand on loue un vélo, quelle est l'empreinte carbone d'un vélo loué par rapport à un vélo neuf. Et donc ça, on l'intégrera dans notre prochain bilan carbone.
Et ensuite, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais on recalcule à chaque fois tout notre historique de données pour avoir la même méthode sur toutes les années et du coup pouvoir se comparer. Donc on pourra reprendre ça. Donc les équipes sont en train de travailler sur cette partie location de quelles seront les émissions évitées, entre guillemets. On a pareil sur les produits réparables, par exemple, ou la durabilité de nos produits. Donc ça, c'est des enjeux qui sont traités par les équipes, où pour l'instant, on ne les intègre pas directement dans le bilan carbone, où pour l'instant, on prend plutôt le pire, entre guillemets. On considère que c'est un produit neuf, mais dans les prochains bilans carbone qu'on fera, on va bien prendre ça en compte, donc toute la partie seconde vie, etc. J'arrive. Je rebondis juste sur ta réponse. Est-ce que vous allez partager les méthodes de calcul que vous allez utiliser pour que d'autres entreprises puissent également s'améliorer sur les bilans carbone qu'ils vont devoir également calculer dans le futur? Ouais, je ne vais pas pouvoir répondre directement peut-être, mais je sais que côté développement durable métier, ils passent pas mal de temps à la Commission européenne pour valider les méthodes de calcul, etc. On a parlé par exemple tout à l'heure avec Laurent sur les émissions évitées, etc., où ils ont déjà contacté notre entreprise. Donc oui, et ensuite comme on est aussi vendeur de produits autres, par exemple Adidas, etc., on va travailler avec eux aussi pour récupérer cette donnée chez eux et comparer les différentes méthodes de calcul par exemple. Je voudrais juste savoir si au niveau de l'entreprise et au niveau des directions, tout ce qui concerne donc la sustainability, le développement durable, c'est vraiment perçu maintenant comme une rencontre entre l'intérêt économique de l'entreprise et l'intérêt environnemental, ou si ça reste quand même encore pour beaucoup peut-être un argument marketing pour les consommateurs ou quelque chose de sympathique à faire pour les équipes digitales. Stéphane, peut-être. Ouais. Non, je pense que c'est réellement quelque chose qui est pris en compte de façon très sérieuse. C'est peut-être bête à dire, hein, ça n'engage que moi, mais de toute façon, ces entreprises n'existeront pas si le monde disparaît. Je ne veux pas finir sur une note très pessimiste, mais si on se va à quelque chose qui se dégrade, ces entreprises n'existeront plus. Donc, si même on raisonne de façon très égoïste, leur survie, de toute façon, est aussi liée au fait qu'elles le prennent en compte. Donc, rien que ça fait que c'est pris en compte sérieusement. Un autre point, moi, je pense, qui est primordial, c'est que les entreprises, elles n'existent que par les hommes, à mon sens, que par les hommes qui les composent. Et ces hommes-là, à tous les niveaux de l'entreprise, font partie de la société. Et je pense, sincèrement, enfin, pas tous, hein, c'est comme dans toute la société, mais une partie d'entre eux sont réellement concernés par ce sujet-là. Et étant part de l'entreprise, ils apportent leur conviction personnelle. Donc, je pense qu'il y a voilà. Alors, il se trouve que ça peut rejoindre aussi des intérêts économiques, marketing. Hein, faut pas se voiler la face. Hein, c'est le but d'une entreprise aussi. Et l'entreprise, elle fait vivre ses salariés. Donc son but, c'est d'exister, de continuer à exister. Mais il y a c'est une réelle prise en compte et une réelle volonté de s'inscrire dans le monde actuel et dans le fait que ce monde continue d'exister dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ceci dit, pour finir de façon positive, je pense que c'est le point plus positif de ça, c'est que c'est réellement, c'est pas un artifice, c'est réellement quelque chose qui infuse à tous les niveaux de l'entreprise. Et je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit même, que ça, au niveau d'une petite équipe, des développeurs vont se poser la question, vont se dire tiens, mon code, comment je fais pour l'optimiser, pour qu'il soit mon consommateur, sans que ce soit une directive qui leur soit tombée dessus. Donc il y a à la fois des initiatives locales qui sont mises en place du fait de cette sensibilité et des initiatives d'entreprise et qui sont, j'en suis persuadé, réellement sincères, mais sincères parce que c'est de toute façon l'intérêt de tous. Merci. Vas-y, Laurent. Peut-être pour compléter sur cette réponse, ce qu'on voit sur les 2 dernières années, c'est qu'il commence à y avoir d'autres acteurs pour qui ça devient important ce sujet. Donc il y a un peu le génie de l'environnement et de la RSE qui sort de la bouteille. Avant, la RSE c'était rattaché un peu au RH ou à la communication marketing. Ça commence à devenir un enjeu pour les équipes commerciales parce que les grands comptes demandent des infos carbone, donc il faut l'info, sinon on ne peut pas répondre aux appels d'offres. Nous on a le cas, on travaille pour des clients qui sont mieux bilan carbone parce que c'était une condition nécessaire pour répondre à un appel d'offres pour une grande banque, pour des gestions d'infrastructures, etc.
Il y a un autre élément, pas commercial, mais plus lié à la finance. Margot a parlé de la CSRD, qui est le reporting pour les entreprises. Il y a un pendant pour les investisseurs qui s'appelle la SFDR, qui, en gros, fait que tous les fonds d'investissement sont en train de se mettre sérieusement au sujet de la mesure d'empreinte. Et donc, ça fait que ça devient le problème du board, du CEO et du directeur financier, et pas le problème de l'alternant en charge de la RSE. Et ça, c'est la partie plus actionnaire. Sur la partie dette, on commence à avoir des banques qui mettent des indicateurs environnementaux, y compris carbone, pour définir le niveau de la dette sur une dette à 5-7 ans. Donc on commence à avoir une dimension financière, je veux dire le Fit 55 de l'Europe, c'est en 2030. 2030, c'est dans 7 ans. Bah, en fait, 7 ans, ça commence à être un horizon de temps sur lequel la direction financière, ça commence à vraiment les concerner. Merci beaucoup. Un enjeu systémique, donc. Ouais, il y aurait une toute dernière question. C'est pas tant une question, c'est plutôt pour compléter la perspective. C'est pour témoigner, par exemple, chez Schneider, nous, dans les campagnes de recrutement, le fait de faire AI for Good, d'avoir un sens dans le métier, c'est vraiment quelque chose qui a permis d'attirer énormément de talents. Et on le voit non seulement pour les gens qu'on a recrutés de l'extérieur, mais pour les gens qui sont déjà dans Schneider, qui ont envie de participer à des projets, à des activités qui ont du sens. Et là, on voit vraiment un intéressement incroyable là-dessus. Et les gens qui sont sur des projets plus traditionnels où il n'y a pas ces dimensions-là commencent à toquer à la porte en disant nous aussi, on veut faire partie de l'histoire. Donc je pense que c'est en train de prendre, avec sa part vraiment du board, des comités exécutifs qui le mettent aux revues annuelles financières et pour des enjeux économiques, sociaux, politiques. Mais je pense que c'est un mouvement qui prend vraiment, en tout cas moi je peux le voir dans une entreprise 140 000 employés, plus de 100 pays, ça prend de l'intérieur, quoi. Et je trouve ça super. Déjà, rien qu'aujourd'hui, le fait qu'on parle de ça entre nous, qu'on prenne une demi-journée pour parler de tout ça, je pense que c'est un élément hyper positif, quoi. On va conclure sur cette note optimiste. Merci à tous et merci beaucoup surtout à tous nos intervenants de la matinée. On reste disponible pour un petit temps d'échange autour, donc n'hésitez pas. Et merci pour votre présence. On vous attend le 10 octobre prochain pour une nouvelle matinale sur la data gouvernance. Merci.